Des brutes, lui, ont attrapé les manches et ont rigolé. Elle leur a cassé la mâchoire, avant la fin des cours. Léa Valois appuya son dos contre le métal froid de son casier, observant le couloir grouillé d'élèves comme une rivière qu'elle ne savait pas traverser. 3 mois au lycée Saint-Exupéry à Lyon, et elle se sentait toujours comme un fantôme, dérivant à travers des conversations auxquelles elle n'était pas invitée. La mutation de son père de Marseille l'avait amenée ici, où son teint mat et son attitude discrète la faisaient ressortir comme un nuage sombre isolé dans un ciel bleu infini. Elle glissa une mèche de cheveux noirs derrière son oreille et attrapa son manuel de chimie, le poids lui étant familier dans ses petites mains. Du haut de son 1,50 m à peine, avec une silhouette qui semblait pouvoir se briser au moindre coup de vent, Léa avait appris très tôt que l'invisibilité était sa meilleure défense. Chez elle, elle n'était qu'un visage parmi d'autres. Ici, elle était la nouvelle qui parlait avec un léger accent du Sud, hérité des berceuses de sa grand-mère. « Fais attention où tu vas, la sudiste. » La voix transperça ses pensées comme du verre brisé. Théo Dubois se tenait devant son casier, sa carrure d'1,80 m bloquant son chemin vers le premier cours. Son blouson de l'équipe de rugby s'étirait sur ses larges épaules qui avaient porté l'équipe de Saint-Exupéry à 3 victoires consécutives au championnat régional. Derrière lui, ses ombres habituelles traînaient, Maxime Lemaire avec son sourire cruel et Chloé Garnier, dont la beauté venait avec des épines. Les doigts de Léa se crispèrent autour de son manuel. « Excuse-moi, je dois aller en cours. » Le rire de Théo était strident et vide. « Vous avez entendu ça ?» Elle se croit polie. Il se pencha plus près, son souffle chaud contre son visage. « Ici, c'est la France, ma belle. On parle français ici. »« Je parle français, » murmura Léa, sa voix à peine audible au-dessus du brouhaha du couloir. « On dirait pas. » Maxime s'avança, son téléphone déjà en train d'enregistrer. « Dis quelque chose en marseillais pour la caméra. »« Je ne suis pas marseillaise, je suis française. » Les mots sortirent plus fort qu'elle ne l'avait prévu et elle regretta immédiatement ce sursaut de défi. Les lèvres parfaitement glossées de Chloé se recourbèrent en un sourire digne d'un cauchemar. « Française, prouve-le, récite la Marseillaise. » Une foule se rassemblait maintenant, les caméras des téléphones pointées comme des armes. Léa sentit la brûlure familière de la honte lui monter au cou. La même sensation qu'elle avait eue quand les enfants à l'école primaire lui demandaient si ses parents étaient en règle ou quand les professeurs prononçaient mal son nom malgré ses multiples corrections. « Je n'ai rien à vous prouver, » dit-elle doucement, essayant de contourner Théo. Sa main jaillit, ses doigts se refermant autour de son poignet. « Si, justement, tu vois, c'est notre lycée, notre couloir, nos règles. » La main libre de Léa se contracta involontairement. La mémoire musculaire de d'innombrables heures passées dans le garage de son père, transformée en salle de sport, menaçant de refaire surface. Elle pouvait sentir le fantôme des gants de boxe sur ses mains, entendre sa voix. « Contrôle, ma chérie. La puissance sans contrôle n'est que destruction. » Elle se força à s'affaisser, à se faire plus petite. « Lâche-moi, » murmura-t-elle. La prise de Théo se resserra. « Sinon quoi? Tu vas aller pleurer dans les jupes de ton papa? Ah, attends, j'ai entendu dire qu'il travaille à l'usine maintenant. Un boulot bien de chez nous pour ton genre. » Les mots frappèrent plus fort que n'importe quel coup physique n'aurait pu le faire. Son père, Jean Valois, avait été boxeur amateur dans sa jeunesse, ses mains assez rapides pour danser autour d'adversaires 2 fois plus grands que lui. Ses mêmes mains triaient maintenant des pièces de viande pour le SMIC, ses rêves d'ouvrir une salle d'entraînement enfouis sous le poids de subvenir aux besoins de sa famille. Léa se dégagea et se précipita dans le couloir, le rire de Théo la poursuivant comme une meute de loups. Elle pouvait entendre la voix de Chloé portée au-dessus de la foule. « Vous avez vu comme elle avait l'air effrayée, comme une petite souris. » Le cours de chimie passa dans un flou de formules sur lesquelles elle ne pouvait pas se concentrer. Léa s'assit au fond de la classe, à sa place habituelle, essayant d'ignorer les commentaires chuchotés et les doigts pointés.
Madame Dubois débitait des informations sur les structures moléculaires pendant que l'esprit de Léa vagabondait vers le sac de frappe suspendu dans son garage, vers le rythme du cuir contre la toile qui était sa méditation depuis qu'elle avait 8 ans. Son père avait commencé à l'entraîner après une journée particulièrement difficile à son ancienne école, quand elle était rentrée à la maison avec le nez en sang et des vêtements déchirés. « Se battre ne consiste pas à blesser les autres, ma chérie, » lui avait-il dit, en roulant ses petites mains dans du ruban adhésif. « Il s'agit de te protéger et de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, mais tu dois me promettre, seulement quand il n'y a pas d'autre choix. » Elle avait fait cette promesse et elle l'avait tenue pendant 3 mois de tourments croissants. La pause déjeuner apporta une nouvelle humiliation. Léa trouva une table vide dans un coin de la cantine, espérant manger son sandwich en paix. Elle avait à peine pris une bouchée quand l'ombre de Théo tomba sur son plateau. « Eh bien, si ce n'est pas notre étudiante Erasmus préférée, annonça-t-il, sa voix portant à travers la pièce. « Alors, la bouffe, Léa? Pas trop épicée pour toi ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, sa main heurta sa bouteille d'eau, la renversant sur son sandwich et sur ses genoux. Le liquide froid trempa son jean alors que des rires éclataient des tables voisines. « Oups !» dit Théo avec une fausse sincérité. « Pas de bol. Tu devrais peut-être faire plus attention à où tu t'assois. » Léa se leva lentement, l'eau dégoulinant de ses vêtements. Tous les regards de la cantine étaient fixés sur elle, certains compatissants, mais la plupart avides de divertissement. Elle ramassa son déjeuner détrempé et se dirigea vers les toilettes, la voix de Théo la suivant. « N'oublie pas de nettoyer tes dégâts !» Dans le miroir des toilettes, elle se regarda, vraiment. Ses yeux sombres contenaient des tempêtes qu'elle gardait enfermées depuis des mois. Ses petites mains, fermes et fortes après des années d'entraînement, tremblaient d'une rage refoulée. Elle pensa aux paroles de son père sur le contrôle, sur le fait de choisir ses batailles avec sagesse. Mais alors qu'elle regardait l'eau dégouliner de ses cheveux sur le sol des toilettes, elle se demanda combien de temps la sagesse pourrait retenir le raz-de-marée de fureur qui montait dans sa poitrine. Le point de rupture survint 3 jours plus tard dans la cour pendant la pause déjeuner. Léa avait trouvé ce qu'elle pensait être un endroit sûr près du bâtiment des Arts, assise seule avec un carnet de croquis. Dessiner l'avait toujours calmée, des lignes fluides et des ombrages qui avaient un sens quand rien d'autre n'en avait. Elle était absorbée par le croquis du vieux chêne quand une ombre tomba sur sa page. Camille Torres se tenait là, l'air nerveux, mais déterminé. Camille avait été transférée à Saint-Exupéry la même semaine que Léa, venant d'Avignon avec sa famille. Contrairement à Léa, Camille avait un sourire facile et un charisme naturel qui lui avait rapidement valu une place parmi les élèves les plus ouverts. « Salut !» dit Camille, s'installant à côté d'elle. « Ça te dérange si je m'assois? C'est vraiment bien, au fait. » Léa sentit la chaleur lui monter aux joues. Elle jetait des coups d'œil à Camille depuis des semaines, admirant sa confiance et la façon dont il tenait tête au professeur qui prononçait mal les noms des élèves. « Merci, ce n'est qu'un arbre. »« Qu'un arbre ?» Camille rit, le son comme de la musique. « Tu as capturé quelque chose de vivant dans ces lignes. Tu as vraiment du talent. » Pour la première fois depuis des mois, Léa sourit sincèrement. « Je dessine depuis que je suis petite. Ma grand-mère m'a appris. » Ils parlèrent facilement d'art, des différences entre la région PACA et Rhône-Alpes, du défi de recommencer dans un nouvel endroit. Léa sentit qu'elle se détendait, sentit les murs qu'elle avait construits autour d'elle commencer à se fissurer. Quand Camille mentionna qu'il avait du mal avec les maths, elle proposa de l'aider. « Tu ferais ça ?» Les yeux de Camille s'illuminèrent. « Ce serait génial. Je suis complètement perdu dans le cours de Monsieur Martin. » C'était un moment de connexion humaine si simple, mais pour Léa, c'était comme trouver de l'eau dans un désert. Elle souriait encore quand Théo et sa bande s'approchèrent comme des nuages d'orage se rassemblant au-dessus d'elle. « Eh bien, annonça Théo, sa voix coupant court à leur conversation. On dirait que la sudiste s'est trouvé un ami. L'estomac de Léa se noua.
Elle avait fait attention à rester à l'écart, à éviter d'attirer l'attention sur quiconque pourrait lui montrer de la gentillesse. Maintenant, sa pire crainte se matérialisait. Sa toxicité se propageait à quelqu'un qui ne le méritait pas. « En fait, on allait finir », dit Camille calmement, commençant à se lever. Maxime bloqua son chemin. « Pas si vite. On ne s'est pas présenté correctement. » Il tendit la main vers Camille avec une politesse exagérée. « Je suis Maxime. Bienvenue à Saint-Exupéry, où on apprécie la diversité. Mais pas trop de diversité, si tu vois ce que je veux dire. »« Je ne vois pas, » répondit Camille sèchement, ignorant la poignée de main proposée. Chloé s'approcha, son sourire prédateur. « Ce que mon ami veut dire, c'est qu'on aime savoir à qui on a affaire. Et traîner avec certaines personnes, eh bien, ça en dit long sur le genre de personne que tu es. » Léa se leva brusquement, son carnet de croquis tombant au sol. « Laissez-le tranquille, ça n'a rien à voir avec Camille. »« Oh, mais si, » dit Théo, ramassant son carnet de croquis et le feuilletant. « Tu vois, Camille ici a l'air d'être quelqu'un de bien. Intelligent, sympathique, a probablement un avenir brillant devant lui. Ce serait dommage qu'il se mélange à la mauvaise compagnie. » Il brandit une page de son carnet de croquis. Un portrait qu'elle avait dessiné de son père dans sa posture de boxeur, les gants levés, les yeux pleins de concentration. C'était personnel, privé, et le voir dans les mains de Théo lui donna l'impression d'une violation. « Qu'est-ce que c'est que ça? Ton papa qui t'apprend à te battre ?» Théo montra le dessin à ses amis, qui éclatèrent de rire. « C'est mignon. Il s'entraîne sur un punching ball ou juste sur d'autres manouches à l'usine. » Quelque chose se déplaça à l'intérieur de la poitrine de Léa, comme un barrage développant sa première fissure. « Rends-le. »« Ça ?» Théo tint le carnet de croquis plus haut, hors de sa portée. « Je crois que je vais le garder. Considère ça comme un paiement pour t'avoir laissé déjeuner ici. » Camille s'avança. « Rends-le lui, maintenant. » « Sinon quoi ?» Chloé se déplaça pour faire face à Camille directement. « Tu vas le dire au proviseur ? Rentrer à la maison chez maman et papa ? Flash info. Personne ne se soucie des petits gens comme vous deux. » Théo feuilletait toujours le carnet de croquis, ses commentaires devenant de plus en plus vicieux à chaque page. « Regardez celui-là, les gars. C'est censé être toi, Léa, parce que je dois dire que tu t'es fait beaucoup plus jolie que tu ne l'es en réalité. » Les rires lui brûlèrent la peau comme de l'acide. Les élèves des autres tables commençaient à remarquer, les téléphones apparaissant pour capturer ce qui allait se passer. Léa pouvait voir l'anticipation cruelle dans leurs yeux, le même regard que les foules avaient aux courses automobiles, attendant l'accident. « S'il te plaît, » murmura-t-elle, détestant le son faible de sa voix. « Rends-le juste. » L'expression de Théo changea, devint quelque chose de plus sombre. « Tu le veux ? Supplie. Mets-toi à genoux et supplie, et peut-être que je vais y réfléchir. » La cour était devenue silencieuse, à l'exception du murmure du vent à travers les branches du chêne. Léa sentit tous les regards fixés sur elle, sentit le poids du moment peser comme une force physique. Dans sa vision périphérique, elle pouvait voir le visage de Camille, choqué et en colère en son nom. « Je ne vais pas supplier, » dit-elle doucement. « Alors je suppose que tu ne le veux pas tant que ça. » Théo leva le carnet de croquis au-dessus de sa tête, se préparant à le déchirer en deux. « Attends !» Le mot explosa de ses lèvres avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Théo fit une pause, savourant sa victoire. « Tu as changé d'avis ? Bien. Maintenant, mets-toi à genoux et dis « S'il te plaît, Théo, je suis désolé d'être ici illégalement, et je promets de connaître ma place à partir de maintenant. » Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Léa sentit quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine, sentit des années de fierté ravalées et de colère refoulée atteindre enfin leurs limites. Elle regarda Camille, vit l'horreur dans ses yeux et fit un choix. « Non, » dit-elle, sa voix portant clairement à travers la cour, « je ne vais pas supplier et je ne vais nulle part. » Le visage de Théo s'assombrit. Mauvaise réponse. Il déchira le carnet de croquis en deux, les pages se dispersant comme des feuilles d'automne. Les dessins de Léa, ses souvenirs,
Ses pensées privées, des morceaux de son âme, gisaient piétinés sur le béton. Mais au lieu de la briser, regarder ses œuvres d'art détruites sembla déverrouiller quelque chose qui dormait à l'intérieur de sa poitrine. Pour la première fois depuis des mois, Léa sentit le sang de son père couler dans ses veines, sentit l'entraînement qu'il avait gravé dans sa mémoire musculaire se réveiller comme un ours en hibernation. « Tu vas le regretter », dit-elle doucement. Théo rit, mais il y avait quelque chose de différent dans son ton qui le fit reculer d'un pas. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?» Léa se pencha et ramassa les morceaux déchirés de son carnet de croquis, ses mouvements prudents et délibérés. Quand elle se releva, sa posture avait changé. Ses épaules étaient redressées, sa position équilibrée, ses mains lâches à ses côtés d'une manière qui parlait de préparation plutôt que de soumission. « J'ai dit que tu vas le regretter », répéta-t-elle, sa voix portant une nouvelle intensité qui fit bouger nerveusement plusieurs élèves dans la foule. Maxime s'avança, sentant le changement de dynamique, mais ne le comprenant pas. « La petite souris vient de nous menacer ?» « Elle se croit forte maintenant », ajouta Chloé, mais sa voix manquait de sa confiance habituelle. Théo reprit son assurance, gonflant sa poitrine. « Tu sais quoi ? Je crois qu'il est temps que quelqu'un t'apprenne une leçon de respect. » Il tendit la main vers la manche de Léa, dans l'intention de la saisir et de l'humilier davantage. Ses doigts avaient à peine touché son t-shirt quand tout changea. La main gauche de Léa se leva dans un mouvement fluide, piégeant son poignet contre son épaule. Sa main droite se projeta vers l'avant dans un coup de poing court et sec qui atteignit son plexus solaire. Théo se plia en deux, haletant, et Léa pivota sur son pied gauche, utilisant son propre élan pour l'envoyer s'étaler sur le béton. La cour éclata en exclamations choquées. Théo se roula sur ses mains et ses genoux, du sang coulant de l'endroit où son menton avait éraflé le sol. « Qu'est-ce que… » Maxime chargea avec un coup de poing sauvage, plus surpris que talentueux. Léa esquiva facilement son coup de poing, son corps se déplaçant avec la grâce fluide d'années d'entraînement. Elle attrapa son bras tendu, enjamba son corps et utilisa une projection de hanche pour l'envoyer s'écraser dans le range-vélo voisin. Le tintement métallique résonna à travers la cour soudainement silencieuse. Chloé recula, sa bravade antérieure s'évaporant. « Espèce de psychopathe, j'appelle la sécurité ! » « Vas-y, » dit Léa calmement, ne respirant même pas fort. « Raconte-leur ce qui s'est passé. Raconte-leur comment vous étiez trois à me coincer et à détruire mes affaires. » Théo se releva difficilement, son visage un masque de rage et d'humiliation. Le sang de sa lèvre fendue coulait sur son blouson de l'équipe de rugby. « Espèce de petite folle! Tu as la moindre idée de qui tu viens de t'en prendre. »« Ouais, » répondit Léa, se mettant dans une position de combat qui aurait rendu son père fier. « Je me suis attaqué à une brute qui ne sait pas quand s'arrêter. » Théo se précipita sur elle avec la fureur aveugle de quelqu'un qui n'avait jamais affronté de véritable résistance auparavant. Léa esquiva sa charge et le frappa d'un uppercut précis qui lui fit claquer la tête en arrière. Alors qu'il reculait en titubant, elle enchaîna avec un cross qui l'attrapa en plein sur la mâchoire. Le craquement de l'impact résonna à travers la cour comme un coup de feu. Les yeux de Théo se révulsèrent et il s'effondra sur le béton, inconscient, avant de toucher le sol. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les élèves restèrent figés, les téléphones enregistrant toujours, incapables de traiter ce dont ils venaient d'être témoins. La fille discrète qui avait été tourmentée pendant des mois venait d'abattre 3 brutes avec la précision d'une combattante entraînée. Léa se tenait au-dessus de la forme inconsciente de Théo, sa poitrine se soulevant et s'abaissant régulièrement. Pendant un instant, elle sentit la tentation de continuer, de leur faire payer chaque humiliation, chaque mot cruel, chaque moment de peur qu'il lui avait causé. Ses poings se serrèrent, et elle pouvait sentir la sombre satisfaction de la vengeance l'appeler. Mais alors elle entendit la voix de son père dans sa mémoire. « La puissance sans contrôle n'est que destruction, ma chérie. Les combattants les plus forts savent quand s'arrêter. » Elle desserra ses poings et recula, regardant la forme immobile de Théo. « Reste à terre, »
dit-elle doucement. « C'est fini ici. » Maxime se relevait lentement du range-vélo, son visage pâle de choc et de peur. Chloé se tenait figée près du bâtiment des Arts, sa confiance habituelle brisée. Ni l'un ni l'autre ne firent le moindre geste pour aider leur chef déchu. « Y a-t-il un problème ici ?» La voix appartenait à Monsieur Garnier, le conseiller principal d'éducation, qui était arrivé juste à temps pour voir le corps inconscient de Théo au sol. Ses yeux passèrent des fournitures d'art éparpillées aux élèves stupéfaits à Léa, qui se tenait calmement au centre de tout cela. « Théo a glissé et est tombé », dit Camille rapidement, se plaçant aux côtés de Léa. « Il s'est cogné la tête assez fort. » Plusieurs élèves acquiescèrent, et Léa fut surprise de voir des visages compatissants dans la foule. Apparemment, le règne de terreur de Théo lui avait fait plus d'ennemis que d'amis. « Est-ce vrai, mademoiselle Valois ?» demanda Monsieur Garnier, son ton soigneusement neutre. Léa baissa les yeux sur Théo, puis sur les restes déchirés de son carnet de croquis, éparpillés sur le béton. Elle pensa aux enseignements de son père, à la différence entre se battre et riposter, à la limite entre la justice et la vengeance. « Il m'embêtait, moi et mon ami, » dit-elle finalement. « Je me suis défendu. » Monsieur Garnier acquiesça lentement. Il était éducateur depuis assez longtemps pour reconnaître les signes d'une situation d'intimidation, et il avait assez vu le comportement de Théo pour savoir quel camp était le plus susceptible de dire la vérité. « Maxime, Chloé, aidez à emmener Théo à l'infirmerie, » ordonna-t-il. « Tout le monde, dispersez-vous, le spectacle est terminé. » Alors que la foule se dispersait, Camille se pencha et commença à ramasser les morceaux du carnet de croquis déchiré de Léa. « Certains d'entre eux pourraient être récupérables, » dit-il doucement. Léa s'agenouilla à côté de lui, ses mains tremblant encore légèrement de l'adrénaline. « Merci. D'avoir pris ma défense, je veux dire. »« Merci d'avoir pris la défense de nous deux, » répondit Camille, croisant son regard. « C'était incroyable. Où as-tu appris à te battre comme ça ?»« Mon père m'a appris, » dit Léa, sentant une vague de fierté dans sa voix. « Il a dit que je ne devais l'utiliser que pour me protéger ou protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. »« Eh bien, mission accomplie, » dit Camille avec un sourire. « Je ne pense pas que Théo embêtera qui que ce soit pendant un moment. » Au cours des jours suivants, la nouvelle de la confrontation dans la cour se répandit dans tout le lycée Saint-Exupéry comme une traînée de poudre. L'histoire grandissait à chaque récit. Certaines versions racontaient que Léa avait affronté 6 agresseurs. D'autres affirmaient que Théo était à l'hôpital avec une mâchoire cassée. La vérité était à la fois plus simple et plus puissante. Une fille discrète s'était finalement défendue, et la brute la plus notoire de l'école avait appris que ses victimes n'étaient pas aussi impuissantes qu'il l'avait supposé. Théo revint à l'école 3 jours plus tard, avec un œil au beurre noir et un ego considérablement réduit. Il évita complètement Léa, son assurance habituelle remplacée par des regards nerveux et des détours prudents autour de son casier. Maxime et Chloé suivirent son exemple, leurs commentaires cruels remplacés par des conversations chuchotées qui mouraient chaque fois que Léa passait à proximité. Le changement d'atmosphère fut immédiat et spectaculaire. Les élèves qui n'avaient jamais parlé à Léa auparavant hochèrent la tête en signe de reconnaissance lorsqu'elle traversa les couloirs. Les professeurs qui avaient auparavant ignoré les signes subtils de harcèlement semblèrent soudain plus attentifs à la dynamique de la classe. Même le concierge, Monsieur Dubois, l'arrêta un matin pour lui dire « Ma fille a entendu ce que tu as fait. Je suis fier de toi, mademoiselle. » Mais le changement le plus significatif fut peut-être celui de Léa elle-même. Elle marchait plus droite maintenant, la tête haute au lieu de baisser, ses yeux croisant ceux des autres au lieu d'étudier le sol. Les murs invisibles qu'elle avait construits autour d'elle s'étaient effondrés, remplacés par une confiance tranquille qui n'avait rien à voir avec la violence et tout à voir avec le respect de soi. 3 semaines après la confrontation, elle quittait la bibliothèque après une séance de tutorat de maths avec Camille quand elle entendit des voix familières au coin du couloir.
Théo et sa bande restante étaient regroupés près des distributeurs automatiques, leur conversation étouffée mais urgente. « Je te dis, elle n'est pas normale, » disait Maxime. « Personne n'apprend à se battre comme ça juste en traînant. » « Peut-être que son père était vraiment une sorte de combattant, » ajouta Chloé nerveusement. « J'ai entendu dire qu'il boxait en amateur. » La voix de Théo était plus calme que Léa ne l'avait jamais entendue, dépouillée de son arrogance habituelle. « Peu importe, on en a fini avec elle. Elle veut qu'on la laisse tranquille, on la laisse tranquille. »« Depuis quand tu recules devant qui que ce soit ?» lança Maxime. Théo resta silencieux pendant un long moment. Quand il reprit la parole, sa voix portait un poids qui n'était pas là auparavant. Depuis que j'ai réalisé qu'être fort ne signifie pas blesser les gens qui ne peuvent pas se défendre. Elle aurait pu vraiment me blesser ce jour-là, et elle a choisi de ne pas le faire. C'est le genre de force que je n'avais jamais compris auparavant. Léa ressentit un étrange mélange de satisfaction et de tristesse à ces mots. Théo apprenait, grandissait, devenait quelque chose de mieux que ce qu'il avait été. Mais elle savait aussi que la croissance se faisait souvent au prix de la douleur des autres, et elle se demanda combien d'élèves comme elle avaient souffert avant que son moment de clarté n'arrive. Elle se détourna de la conversation et trouva Camille qui l'attendait près de l'entrée principale, son visage illuminé par le sourire qui était devenu la meilleure partie des journées de Léa. « Prêt pour ce café ?» demanda Camille, mettant son sac à dos sur son épaule. « Carrément !» répondit Léa, poussant les portes doubles pour sortir au soleil lyonnais. Alors qu'il marchait vers le centre-ville, Camille s'arrêta soudainement et se tourna vers elle. « Je peux te demander quelque chose ?» « Bien sûr. Ce jour-là, dans la cour, quand tu as décidé de te défendre, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui t'a fait enfin te tenir debout ?» Léa réfléchit attentivement à la question. Je crois que c'était de le regarder détruire quelque chose que j'avais créé, mon art, mes souvenirs. J'ai réalisé que rester silencieuse ne me protégeait plus. Ça lui permettait juste de continuer à prendre des morceaux de ce que j'étais. Et maintenant, Léa regarda le bâtiment de l'école où les élèves sortaient à flot dans la lumière de l'après-midi. Certains marchaient seuls, d'autres en groupe, mais tous se déplaçaient avec la connaissance que l'intimidation avait des conséquences, que les victimes pouvaient devenir des vainqueurs, que les dynamiques de pouvoir pouvaient changer en un clin d'œil. Maintenant, je me souviens qu'être fort ne signifie pas qu'on doit blesser les gens, dit-elle, mais ça ne veut pas non plus dire qu'on doit les laisser nous blesser. Camille acquiesça pensivement. Ton père a l'air d'être un homme sage. Il l'est, convint Léa, pensant à Jean Valois rentrant à la maison chaque soir avec des mains fatiguées et des yeux patients, prêts à écouter ses histoires et à lui rappeler que la force se manifestait sous de nombreuses formes. Il m'a appris que se battre ne consiste pas à gagner ou à perdre. Il s'agit de défendre ce qui est juste, même quand on a peur. Tu avais peur ce jour-là ? Léa sourit, se souvenant du moment où la main de Théo avait touché sa manche, où 3 mois de colère refoulée avaient enfin trouvé leur voie. Terrifiée, mais j'avais plus peur de ce que je serais devenu si j'avais continué à les laisser me marcher dessus. Ils marchèrent en silence confortable pendant un moment, les Alpes se dressant au loin comme de doux géants. Léa pensa à la fille qu'elle avait été il y a à peine un mois, silencieuse, invisible, effrayée. Cette fille existait toujours à l'intérieur d'elle, mais maintenant elle était accompagnée de quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui comprenait que le vrai pouvoir ne venait pas de la capacité à blesser les autres, mais du courage de se protéger et de protéger ceux dont on se souciait. Au café, Camille insista pour payer leur boisson en guise de célébration. « À la défense de soi », dit-il, levant sa tasse en signe de toast. « À savoir quand s'arrêter », répondit Léa, entrechoquant sa tasse contre la sienne. Alors que le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres du café, Léa réfléchit aux leçons que son père lui avait apprises, à la fois dans la salle de sport du garage et dans la vie. La violence n'était jamais la première réponse, mais parfois c'était la seule langue que les brutes comprenaient. La clé était d'utiliser cette langue pour communiquer des limites, pas pour infliger une douleur inutile. La mâchoire de Théo avait guéri,
mais sa perspective avait été définitivement modifiée. Maxime et Chloé avaient appris que la cruauté avait des conséquences. Et Léa avait découvert que la force tranquille que son père avait toujours vue en elle pouvait coexister avec la détermination farouche de ne plus jamais laisser personne la faire se sentir petite. La fille qui avait appuyé son dos contre les casiers froids et souhaité l'invisibilité avait disparu, remplacée par quelqu'un qui comprenait que la vraie force ne résidait pas dans la capacité à donner un coup de poing. Elle résidait dans la sagesse de savoir quand la violence était nécessaire et dans le caractère de faire preuve de miséricorde quand elle ne l'était pas. En fin de compte, la victoire la plus importante n'avait pas été le combat dans la cour. C'était le moment d'après, quand elle avait choisi de reculer au lieu d'avancer, quand elle s'était souvenue de la voix de son père et avait honoré les valeurs qu'il lui avait inculquées. Des brutes lui avaient attrapé les manches et avaient rigolé, pensant avoir trouvé une autre cible facile. Au lieu de cela, ils avaient réveillé quelque chose qui dormait à l'intérieur d'elle depuis toujours, pas un monstre, mais une protectrice. Et cette protectrice veillerait à ce que personne au lycée Saint-Exupéry ne confonde plus jamais sa discrétion avec de la faiblesse, sa gentillesse avec de la vulnérabilité, ou son désir de paix avec une invitation à la guerre.